c'est Chris Aylward. Chris Aylward, over to you, our national president. Merci. Chris Aylward, notre président national. Merci, Jill. Je suis content d'être avec vous. Je veux d'abord souligner que je suis à Ottawa, sur le territoire décisionnel no cédé de Pup, Anishinaabe, Algonquin. I want to thank you all for joining. Je voudrais vous remercier d'être là ce soir dans le cadre de ce panel national sur l'équité dans le cadre de la négociation. Nous allons nous concentrer sur la lutte aux tables du Conseil du Trésor pour obtenir un milieu de travail équitable et inclusif. Nous allons aussi parler de l'impact de ces revendications sur nos membres et pourquoi il est important de tous se mobiliser et de tous soutenir nos équipes de négociation pour pouvoir réussir. À la fin du panel, vous aurez l'occasion de participer à une action informatisée conjointe et je vous demanderai d'y participer. Chaque ronde de négociation est importante, vous le savez tous, mais celle-ci est particulièrement cruciale pour nos membres à cause de la pandémie, évidemment. Nos membres ont travaillé sans relâche depuis 2 ans pour continuer d'offrir les services publics essentiels à des milliers de Canadiens dans les conditions très difficiles créées par la COVID-19. Les membres de l'Alliance et tous les travailleurs font face à des taux d'inflation qui explosent et des défis uniques du côté de la santé alors qu'ils font leur travail. Les travailleurs font face à autre chose créée par la pandémie ou mise en lumière par la pandémie, la discrimination, le manque d'équité, le racisme. Rien de tout cela n'est nouveau. Depuis des années, nos membres surmontent des problèmes de discrimination. Les militants syndicaux se battent pour la justice sociale et les milieux de travail équitables et la FPC a remporté plusieurs victoires au titre des droits de la personne. Mais la pandémie a mis au jour de nombreuses équités qui sont passées inaperçues avant dans nos milieux de travail et mise en évidence de la discrimination causée par, des inégalités causées par la discrimination systémique attribuable ici au colonialisme. La pandémie confirme pour nous le besoin de mettre au point une réponse complète pour que l'équité soit une de nos grandes priorités. L'équité doit faire partie intégrante de tout ce que nous faisons parce que vos identités sont une partie intégrante de qui vous êtes. Alors que l'AFPC négocie nos prochaines conventions collectives avec le Conseil du Trésor, nous avons examiné les libellés dans l'optique de l'inclusion. Nous avons déposé de nouvelles dispositions révisées dans les articles sur la discrimination et le harcèlement sexuel pour nous assurer que nos membres aient accès à un processus équitable. Nous demandons aussi à tous les travailleurs du secteur public et leurs gestionnaires de faire des formations avec animateurs sur la lutte à l'oppression et l'élimination de la discrimination, le harcèlement, la violence en milieu de travail et l'histoire des Autochtones en droite ligne avec les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation et en particulier la recommandation 57. La semaine dernière, le Conseil du Trésor a carrément rejeté notre revendication sur la formation obligatoire sur l'équité. Aujourd'hui, nous les dénonçons publiquement par rapport à leur hypocrisie. Ce gouvernement dit que l'équité est une de ses grandes priorités. Toutefois, quand on lui présente une occasion concrète de faire mieux, il la rejette du revers de la main. Nous n'accepterons pas cela par rapport aux questions d'équité. Nous n'accepterons pas que l'employeur n'agisse pas. Nous allons lui demander des comptes, comme nous l'avons fait aujourd'hui. C'est exactement de cela dont nous allons parler ce soir. Et je suis tellement heureux que vous soyez des nôtres ce soir. Vous allez entendre 4 grands panélistes ce soir. Sharon de Souza, évidemment, vous la connaissez tous, notre vice-présidente exécutive nationale. Sharon est également la dirigeante de l'Alliance qui dirige le plan d'action contre le racisme de la FPC. Vous entendrez aussi Christina McLean. C'est un membre de l'équipe des SV
et elle travaille au ministère de la Défense nationale. Brenda Shillington, la négociatrice de l'Alliance pour la table des PA et des enjeux communs. Et nous entendrons aussi Jimmy Theodore, agent de recherche qui soutient nos équipes de négociation du Conseil du Trésor. La première à parler sera Sharon. Je lui souhaite la bienvenue à cette estrade virtuelle. Sharon, à vous la parole. Merci beaucoup, Chris. Et je veux commencer par saluer tout le monde et vous remercier tous et toutes d'être là ce soir. Avant de commencer, toutefois, je voudrais commencer par dire que je suis dans le territoire non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe. Je suis reconnaissante de pouvoir vous parler à partir de ce territoire et je prends l'engagement de lutter contre les systèmes d'oppression qui ont délocalisé les peuples autochtones, qui les ont privés de leur territoire et de leur droit à l'autodétermination. L'AFPC a été à l'avant-plan de la lutte pour l'équité, que ce soit dans notre lutte pour les prestations aux conjoints du même sexe, les congés parentaux, la parité salariale, etc. L'Alliance a toujours été présente. Un mouvement syndical fort est un mouvement où tous sont traités avec équité et dignité. Ce qui fait que notre syndicat est fort, c'est la solidarité de ses membres, le désir de se battre pour quelque chose de plus grand. L'équité exige de nous que nous reconnaissions que nous n'avons pas tous rencontré les mêmes obstacles dans la vie. Nous devons comprendre qu'à chacun de nous doit être accompagné là où il se trouve dans son expérience unique ou ses expériences uniques. Pensons aux années 80. Quand le 20 septembre 1980, 10 000 commis et employés de la réglementation ont quitté leur travail à cause des frustrations attribuables à la négociation avec l'employeur. À cette époque, les CR, donc ces commis qui étaient des femmes à 75%, dont 60% avaient moins de 35 ans, ont agi. Une entente de principe a enfin été conclue le 8 octobre après une séance de négociation de 30 heures. L'entente a représenté 24,8% d'augmentation salariale sur 2 ans. Cette entente a aussi été marquée par des gains appréciables du côté de la garde familiale, des congés de maternité payés pour la période de 2 semaines non couvertes par l'assurance emploi. Ça a été un événement marquant pour notre syndicat, ancré dans la lutte pour la parité salariale où plusieurs femmes et jeunes travailleurs étaient disproportionnellement défavorisés. Ce n'est que récemment que la loi sur l'équité salariale est entrée en vigueur. Je parle de l'an dernier, le 31 août. Nous nous sommes battus à la table pour obtenir cette loi qui force tous les employeurs fédéraux de travailler avec les syndicats pour mettre en place des plans d'équité salariale dans les 3 prochaines années pour éliminer les gouffres systémiques. Cette énorme victoire a mis beaucoup de temps à se concrétiser. L'histoire nous montre que nous avons réalisé plusieurs gains, mais que nous avons commencé par de petites victoires graduelles qui se sont transformées ensuite par des victoires pour tous, pas uniquement les travailleurs syndiqués, mais tous les travailleurs. L'équité et les droits de la personne ne sont pas que l'affaire de ceux qui font partie d'un groupe spécifique d'accès à l'équité. Nous savons que lorsque nous réalisons ces victoires aux tables de négociation, elles se répercutent sur tous les travailleurs en victoire pour eux, comme pour la grève des CR et maintenant la loi sur l'équité salariale. Nous continuons d'être témoins d'injustice. La pandémie exacerbe plusieurs des inéquités qui perdurent. Nous devons donc reconnaître que nous devons faire office de leader dans la création du changement et qu'il est possible d'opérer le changement. L'employeur
nous dit de belles paroles pour ce qui est de l'équité en milieu de travail. Mais l'idée, c'est que les communautés les plus marginalisées soient respectées et incluses. Ça représente du travail. Ça n'est pas du travail facile. Il faut donc tous mettre de côté notre ego et diriger avec empathie. Ça veut dire qu'il faut voir comment créer un milieu de travail libre de toute forme de racisme. La FPC continue de parler de problèmes de dotation avec le Conseil du Trésor, mais le Conseil du Trésor fait la sourde oreille. Il doit cesser les nominations qui ne sont pas annoncées, l'attribution de postes sans concours. Certains critères doivent être éliminés. Même les mécanismes de recours disponibles aux employés présentent toutes sortes d'obstacles et ne sont pas équitables. Plusieurs membres nous ont dit que les outils d'évaluation utilisés dans les concours sont arbitraires et discriminatoires. Et enfin, cet employeur doit respecter les titres et lettres de créance de l'étranger et l'expérience acquise à l'étranger par les travailleurs. Il a fallu 20 ans pour ce gouvernement pour se mettre au travail et revoir la loi sur l'équité salariale, même si nous avons exhorté le gouvernement à le faire et même si le gouvernement en avait l'obligation tous les 5 ans. Récemment, nous avons envoyé un sondage à nos membres. Plus de 5000 personnes nous ont répondu. Ce sont vos réponses. Nous les avons analysées et nous les soumettrons au gouvernement. L'employeur doit comprendre l'importance de donner à ses employés la possibilité de se renseigner sur les réalités autochtones, par exemple, et ce que l'employeur fera par rapport à la réconciliation pour la favoriser. L'employeur doit s'assurer que nos membres trans et non-binaires se sentent en sécurité dans le milieu de travail, que ce soit par des accès à des toilettes unisexes, par l'utilisation de vocabulaire inclusif dans la convention collective, etc., etc. Les personnes qui ont un handicap continuent de rencontrer des obstacles. La loi sur l'accessibilité au Canada a été adoptée en 2019 et nous continuons toujours d'attendre que cet employeur fasse mieux. En tant que syndicaliste, nous avons différentes tactiques à notre disposition pour favoriser ces changements systémiques. Une des méthodes que nous pouvons utiliser est notre convention collective et la négociation collective. Comme je l'ai mentionné, plusieurs des victoires historiques que nous avons obtenues l'ont été grâce à la négociation collective. Voilà pourquoi je vous encourage tous ici aujourd'hui à utiliser votre pouvoir collectif pour faire avancer nos objectifs en matière d'équité. La mobilisation, la solidarité ont prouvé qu'il est possible, par cela, d'obtenir des victoires pour nous tous, de créer un milieu de travail plus inclusif, plus équitable. Mais ceci ne sera possible que par notre force et notre solidarité collective. Merci beaucoup, Chris. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Sharon, de ces commentaires. Je donne maintenant la parole à Christina. À vous, Christina. Est-ce que tout le monde m'entend? L'équité dans le milieu de travail. Une des premières façons pour moi de me présenter, c'est qu'en tant que survivante de discrimination sexuelle. Je le fais pour que, si d'autres personnes ont traversé la même chose, elles pourront le faire également. Nous avons mis de côté notre vécu de traumatisme. Il y a beaucoup de honte associée au traumatisme. Alors, plutôt que de cela, moi, je porte mon titre de survivante comme blason. D'autres membres doivent savoir que leurs histoires sont les bienvenues et qu'ils ont leur place dans le syndicat. Je suis membre de l'équipe de négociation SV, mais je suis aussi membre de l'équipe de négociation des enjeux communs. En tant que membre des équipes de négociation, je suis championne de toute formation sur la discrimination menée, animée dans l'optique d'un survivant ou d'une survivante. Cette formation inclut les Noirs, les préjugés inconscients, la décolonisation et bien d'autres thèmes. Chaque équipe de négociation, chaque membre
apporte son propre quotient émotionnel et son propre quotient intellectuel à la table, son vécu, son caractère unique. Être le champion de l'éducation intersectionnelle est quelque chose que moi j'apporte à la table de négociation. Je suis une femme dans un métier non traditionnel. Attendez, je vais changer mon curseur de place. Je suis une femme dans un métier non traditionnel. Je suis la première femme d'un groupe racial visible et je travaille pour la Défense nationale. Je ne comprenais pas que j'étais victime de discrimination intersexuelle. Je ne savais pas que je me battais sur deux fronts, celui des femmes et celui de l'identité intersexuelle. Voilà pourquoi cette formation est si importante, tant pour l'employeur que les survivants. Les survivants doivent pouvoir nommer leur douleur. Ce genre de formation le permettrait. Le syndicat m'a aidé à trouver ma voie, à nommer ma douleur et à voir clair dans ce que j'avais traversé et de ce que d'autres ont traversé comme moi. Je vais vous parler de mon expérience. Harcèlement sexuel, sexisme, discrimination sur la base de ma situation de famille. Si vous êtes quelqu'un qui a vécu ces expériences et que mon histoire va toucher, sachez que je vais en parler pendant les 2 ou 3 prochaines minutes. Prenez soin de vous parce que vous devez pouvoir être capable d'entendre ce contenu. Alors moi, je travaillais dans des navires il y a plusieurs années. Alors, les gars utilisaient des mots inappropriés. Quand je leur ai dit d'arrêter d'utiliser ce mot parce qu'il était déplacé et me blessait. Ce moment était important. C'est le premier moment où, sans le vouloir, j'ai attiré l'attention sur moi. Sans le vouloir, je me suis transformée en cible. Un capitaine utilisait toujours ce mot discriminatoire. Et quelqu'un répondait, ce n'est pas une Hensler, c'est une camel jockey. Le même capitaine m'a dit, je te vois mardi prochain alors que je travaillais sur son navire. C'était mon superviseur. Je m'attendais à me faire un petit peu brassé par les collègues. Mais quand je suis arrivée sur les quais au début, mon fils était très petit, je nourrissais toujours au sein, je n'avais pas d'endroit où aller. Les gars, eux, ne gênaient pas pour pisser sur le côté du navire. Et moi, je cherchais un endroit où pomper mon lait, mais je ne pouvais pas baisser ma garde. Et je ne pouvais donc pas me détendre. Et alors, je ne pouvais pas pomper mon lait. Je mettais des maxi-pads dans mon soutien-gorge pour couvrir toutes les taches. Et à la fin de mon quart de travail, c'était terrible. Il y avait même du sang. Alors, est-ce que vous pensez que je me sentais à l'aise d'expliquer aux gars que je vais pomper mon lait? Alors, mon fils s'est passé de mon lait maternel. Je ne pouvais pas travailler là et le nourrir au sein en même temps. C'est un de mes grands regrets. Je me trouvais souvent près de la salle des machines. J'aurais voulu être sur le quai, mais la salle des machines était plus accueillante et le capitaine ne pouvait pas me superviser dans la salle des machines. Et donc, j'ai modifié ma carrière, ma trajectoire de carrière pour me sentir plus à l'aise. Donc, dans cette salle des machines, ça voulait dire que je devais porter des genouillères. Et quand j'allais sur le quai, plusieurs des gars me ridiculisaient et me disaient « Pendant que tu es là à genoux, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas me desservir moi? » Je les ignorais et j'essayais de faire mon travail le plus vite possible. J'étais tellement jeune et avec le recul, je ne savais pas quoi faire. Je riais timidement ou je m'éloignais. Je me sentais honteuse chez moi et je m'endormais en pleurant. Quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte avec mon deuxième enfant, j'ai dit à mon superviseur et il a dit « Ah, ben, tu dois rentrer chez toi, pas de paye. » Ben, j'ai dit que les congés de maternité, ça existait dans la convention collective. Je lui ai demandé de me trouver un emploi dans le bureau. Non,
Non, j'étais enceinte de 6 mois et je transportais des contenants de 10 gallons d'huile dans l'escalier. Et ça a été mon deuxième grand regret. J'ai risqué la santé de mon enfant pour pouvoir garder mon emploi. Alors, j'ai craqué quand mon capitaine a fait un commentaire désobligeant sur mon enfant à naître. Alors, le même capitaine, à un moment donné, était ivre, il s'est exposé, il s'est dénudé devant moi. Je l'ai signalé. J'ai été la seule qui a été disciplinée. J'ai été retirée des petits bateaux et après, j'ai été affectée à nettoyer les toilettes. Alors, je suis passée du statut de capitaine à ingénieur à nettoyeuse de toilettes. Et donc, après, quand mon dossier a été examiné, on m'a dit que je ne pouvais pas retourner parce qu'il y avait trop de harcèlement. Et donc, j'ai été rétrogradée pour aller travailler ailleurs, là où je suis toujours. Quand j'ai demandé un horaire flexible pour pouvoir voir mon psychiatre, j'ai dû me battre. J'ai été analysée différemment et stigmatisée encore plus. J'ai envoyé une lettre au commandant décrivant ce que j'éprouvais et j'ai été accusée de harcèlement jusqu'aux excuses globales que nous avons tous vues de la Défense nationale. Je n'ai entendu « je suis désolée » que de la bouche d'un seul commandant. Pendant des années, j'ai caché ces histoires. Je me sentais honteuse. Je ne parlais pas de mon histoire, mais finalement, je me suis dit, je ne dois pas ressentir de honte. La seule honte que j'aurais, que je pourrais avoir, c'est si je ne racontais pas mon histoire susceptible d'aider d'autres personnes et si je restais dans l'ombre. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une différence entre les producteurs de racisme et les consommateurs de racisme. Je pardonne plusieurs de ceux qui ont été racistes, mais je ne me cache plus. Avec le militantisme, je sais qu'on peut transformer les choses. Et ça commence par le fait que vous me croyez et croyez une autre survivante qui a été assez courageuse pour parler. Écoutez-les, écoutez leurs émotions, trouvez-les où ils sont. Trouvez-les où ils se situent, les survivants. Soutenez-nous lorsque vous allez de l'avant. Prenez une autre consoeur avec vous. Ne laissez personne derrière vous. Si je n'aide qu'une seule consoeur par mon histoire, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Le syndicat est notre réponse pour se battre pour l'équité dans le milieu de travail, dans tous les lieux de travail. Si moi, je peux avoir de l'espoir et une conviction complète et totale que ceci est possible, vous aussi. Donc, n'oubliez pas de vous éduquer, d'agir et surtout d'être militant. De défendre, et d'être militant. Ouf! Merci beaucoup, Christina. Merci d'avoir partagé cette histoire, c'est sûr. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Brenda Shellington et à Jimmy Theodore. Brenda est négociatrice. C'est la négociatrice de la table PA et de la table des enjeux communs. Et Jimmy est un agent de recherche pour les unités du Conseil du Trésor. Je commence par Jimmy. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Ce témoignage que vous venez d'écouter, puis ces interventions, j'espère qu'ils ne vont pas seulement vous émouvoir, mais doivent être vus et interprétés comme des signaux des changements profonds qui s'imposent en ce qui concerne l'égalité des résultats. Tout d'abord, je voudrais reconnaître que je m'adresse à vous sur un territoire partagé entre les Anishinabés et les Mohawks, ici dans le nord de Montréal. Donc, je vais essayer de répondre à cette question que vous voyez sur vos écrans. J'espère que tout le monde voit bien. Pour ceux qui parlent anglais, la présentation a été partagée ou sera partagée dans le chat. Vous allez pouvoir suivre la présentation également en anglais, mais moi, je vais la faire en français.
J'interviens ce soir donc pour répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce si important de tenir compte de l'équité dans les négociations? Je vais me référer à 2 récents sondages effectués par l'Alliance pour dépeindre la situation. D'abord, celui-ci, c'est le résultat d'un sondage mené par le secteur des programmes concernant l'équité. Environ 66% des membres sondés ne connaissent pas ou n'ont pas été témoins d'initiatives liées à l'équité en emploi dans le milieu de travail. Donc, quand on ajoute les noms et les je ne suis pas sûr, c'est ça que ça donne. Donc, nous réitérons donc, l'Alliance réitère l'importance de remettre l'équité en premier plan pour créer des milieux de travail inclusifs. En fait, il y a certaines personnes qui pensent que les résolutions qui sont débattues au niveau des négociations viennent out of the blue, comme on dit, viennent du vide. Non, ça vient directement de nos membres. Ça vient directement des préoccupations des membres, des préoccupations que vous avez exprimées. Comme je l'ai mentionné tantôt, on parle de sondages qui ont été effectués. Et j'ai fait ressortir quelques thèmes qui sont forts, qui sont ressortis de ces sondages. On parle d'augmentation de salaire juste et équitable. On parle de accès et barrières au télétravail. On parle d'augmentation de la charge de travail et de stress lié à la COVID. Vous nous avez parlé de la difficulté à concilier le travail et la vie familiale. Vous avez parlé des barrières à l'avancement. Vous nous avez parlé de harcèlement et discrimination. Vous avez parlé des craintes liées à la sous-traitance et au changement technologique. Et il y a aussi les ratés du système de paie Phoenix. Je ne vais pas couvrir tous ces thèmes ce soir, mais je vais vous donner quelques chiffres. En fait, cette question avait été posée. Croyez-vous que votre salaire actuel est juste par rapport à celui des travailleurs d'autres secteurs similaires de l'économie? En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'enjeu des salaires et de l'inflation est encore plus criant pour les membres des divers groupes d'équité. Quand on sait que le salaire moyen d'un employé au Canada se situe à plus ou moins 65 773,18, cet acétate montre clairement le décalage entre le salaire d'une personne racialisée et le reste du groupe. Le salaire moyen d'une personne noire, par exemple, selon les résultats du sondage, s'élève à 63 973 $, soit un manque à gagner de 3 à 6 % de moins, toutes moyennes confondues. Donc, les membres de l'Alliance veulent conserver leur pouvoir d'achat. Vous voulez conserver votre pouvoir d'achat. Donc, à plus de 70 %, si vous regardez le graphe, pour chaque groupe, l'inflation galopante a fait exploser les prix et les membres, et vous vous attendez à ce que le salaire permette de continuer à vivre décemment. Et c'est donc à plus de 70 %, les membres des groupes d'équité trouvent que leur expérience et leurs études ne sont pas pris en compte. Ils se font donner, ou en bon québécois, domper plein d'autres tâches qui sont par ailleurs des tâches venant d'échelons supérieurs et pour lesquelles ils ne reçoivent aucune compensation. Donc, ça, c'est les salaires avant les taxes et ça vient des chiffres de 2019. Ça fait presque 2 ans que pandémie oblige, les membres ont été appelés à remodeler leur façon de travailler, non sans tracas. Selon ces chiffres, ce que vous voyez ici, l'isolement pèse lourd sur le moral et la santé mentale des membres. La nécessité de décrocher reste aussi problématique, alors que les bureaux improvisés risquent de causer des dommages à la santé physique des membres. Je souhaite point rétablissement à tous ceux et toutes celles qui ont contracté la COVID et qui s'en remettent. Et je ne peux que relayer le message de l'importance de la vaccination pour aider à combattre ce virus. Toute cette situation crée un stress énorme. Près de 50% des personnes sondées ont vu leur niveau de stress augmenter
à cause de la pandémie. Les personnes racialisées et les autochtones encore plus. Nous avons assisté à une résurgence du racisme anti-asiatique, par exemple, ou encore des communautés de Premières Nations ont été coupées des autres communautés, exacerbant la pénurie des biens de première nécessité. Donc, les types d'obstacles que vous avez rencontrés en travaillant à domicile ou à distance, c'est l'obligation de prendre soin d'autres membres de la famille tout en essayant de travailler. 39,8% des répondants trouvent que c'est difficile. Il y a aussi des difficultés à concilier responsabilités familiales et professionnelles à 32,5%. Et vous avez eu de la difficulté à décrocher justement à plus de 39%. Puis effectivement, on le sait, c'est un enjeu de santé mentale. Le manque de voir les collègues en personne revient à 51%. Ce sont les chiffres que vous avez indiqués lorsque les sondages ont été sortis. En ce qui concerne votre poste actuel, comment votre niveau de stress et d'anxiété a-t-il changé en raison de la COVID? La santé mentale reste encore très importante. Le stress a augmenté. Si vous regardez augmenter, beaucoup augmenter, et c'est là que c'est ce que vous nous indiquez. Ce pourquoi il y a des propositions au niveau de la convention collective qui ont été mises de l'avant. On vous a posé la question aussi, les éléments suivants ont-ils nui à votre avancement professionnel dans la fonction publique fédérale par le passé? Et j'ai retenu vraiment c'est quoi les éléments qui vous ont bloqué. Les gens ont parlé de conflit entre le travail et les obligations familiales ou personnelles. Vous avez parlé également du harcèlement. Donc, toute proportion gardée et toute chose étant égale par ailleurs, à peu près 39% des membres sondés, comparés aux 11% présentés par le SAF, disent avoir fait l'objet de harcèlement dans leur milieu de travail. Bien sûr, pour question de transparence, je veux vous dire que la question qu'on a posée, c'était dans la fonction publique par le passé, alors que le gouvernement vous a demandé par année. Donc, par année, le gouvernement vous a dit, est-ce que vous avez subi au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de harcèlement au travail? Là, ils viennent avec le résultat de 11, 14 et 15%. Donc, tout va bien dans le monde des licornes. Mais on voit bien que la tendance, c'est surtout de démontrer que ça s'améliore. Contrairement à nos chiffres à nous, qui montrent que encore les gens sont victimes de harcèlement. Donc, quand on demande aux gens la nature du harcèlement subi, la nature et le type d'harcèlement subi par les membres sont multiples. Mais ce qui est perçu comme traitement inéquitable, bien sûr, à cause du népotisme et de l'arbitraire, les décisions de gestionnaires plombent le moral à plus de 61%. Suivi par les commentaires désobligeants à plus de 60%. L'humiliation et le contrôle excessif ne sont pas en reste à 46,5% et 45,4%. Vous allez être étonné que la présence de la violence physique est encore là, même si le chiffre est bas. Vous voyez, ça apparaît à peine sur le tableau, mais c'est quand même un chiffre de trop. Une violence physique de trop. Ça ne devrait pas avoir lieu au sein de la fonction publique, encore une fois, en 2021. Je vous ai parlé tantôt des barrières. En fait, on a parlé de harcèlement. Il y a aussi le frein de la discrimination. Les membres nous ont dit qu'ils vont subir de la discrimination. Celle-ci est tout aussi dévastatrice. Encore là, toute proportion bien gardée, toute chose étant égale par ailleurs, environ 20% des membres sondés disent avoir été victimes de discrimination. Manifestement, là encore, de ces
20%, les personnes noires sont victimes à 53,5% et les personnes ayant un handicap à 46,42%. La nature de la discrimination que vous avez subie. Vous connaissez les motifs prohibés par la loi, mais je veux justement vous montrer que la race continue encore à être utilisée comme outil de discrimination. Le sexe revient à 30,5%, l'âge à 30,3%, suivi par le handicap à 25% et la situation familiale à 22,6%. D'autres préoccupations que vous les membres, vous avez fait part, vous a posé la question, craignez-vous que votre travail change ou que vous perdiez votre emploi à l'avenir en raison des changements technologiques? Est-ce que vous craignez que la sous-contractation, en fait, dans le fond, la sous-traitance et les changements technologiques nuisent à votre travail? À près de 50%, en rajoutant les oui et les peut-être, les membres nourrissent certaines inquiétudes quant à leur sécurité d'emploi à cause des changements technologiques. Donc, les résolutions qui sont débattues au niveau des comités de négociation viennent de ces préoccupations que vous nous avez exprimées. En conclusion, le secteur des programmes et des négociations a reçu le mandat de trouver de nouveaux langages pour améliorer, décoloniser les conventions collectives. Que ce soit, entre autres, l'amélioration des congés de deuil pour ceux qui doivent voyager loin, l'inclusion des GLBTQ2+, à la loi sur l'équité en matière d'emploi, le traitement de nation à nation des autochtones ou l'autochtonisation des conventions collectives, un guide pratique sous l'angle des droits de la personne pour les négociateurs et négociatrices. Ce sont des recherches qui sont en cours et qui devraient aboutir bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Jimmy. Merci, Jimmy. On apprécie beaucoup la présentation. J'apprécie les commentaires de la consoeur de Souza et de McLean aussi. Et moi, je vais faire la partie ennuyante. Je vais vous parler de libellé. Donc, comme Jimmy l'a dit, les revendications ne tombent pas du ciel. On prend très au sérieux les commentaires qu'on reçoit par les sondages. On tient compte aussi des réponses dans le sondage de l'employeur, qui est un aperçu des 12 précédents mois. Et nous examinons aussi les pressions attribuables aux changements législatifs et aux autres enjeux survenant dans le milieu de travail et dans la société. Et on ne peut plus fermer les yeux. L'équité est quelque chose qui doit nous préoccuper, à quoi nous devons consacrer une attention supplémentaire, même si nous nous sommes battus sur plusieurs fronts. Dans ce domaine, les membres nous ont demandé d'aborder encore bien d'autres choses. Nous avons aussi un groupe de travail mixte sur la diversité et l'inclusion. La consoeur de Souza en a fait partie. Et ce groupe de travail a énoncé plusieurs recommandations conjointes. L'équipe de négociation a eu accès à ces recommandations pour voir comment les incorporer dans nos revendications. Ça a été un très bon exercice. Et on a fait un suivi depuis lors. Et ceci a mené à la mise au point de documents d'éducation dont on a proposé qu'ils deviennent obligatoires dans toute la fonction publique. Donc, cette formation ou ce matériel d'éducation. Pour ce qui est des faits saillants de nos revendications, vous les trouverez en ligne sur le site web de l'Alliance à l'onglet de la négociation. Allez-y. Si vous avez du mal à y accéder, parlez à votre représentant local. Ou envoyez-nous un courriel à la section de la négociation. Mais le premier enjeu
et ce que l'on appelle l'article sur l'élimination de la discrimination. On ne propose pas de changement, mais on dit qu'on doit clarifier le texte sur le processus d'enquête pour que les membres sachent qu'ils ont plusieurs recours, griefs, plaintes au titre des droits de la personne. Et il y a des choses spécifiques sur les enquêtes qu'on propose dans l'article suivant aussi, concernent des exigences spécifiques en matière de sélection d'un enquêteur. Donc, plusieurs des choses qu'il faut considérer, c'est leur expérience, leur vécu, pas uniquement leur capacité à être neutre, mais qu'ils viennent d'un milieu où ils ont une expérience similaire à celle du plaignant. Et c'est là où nous avons une revendication de formation obligatoire, comme Chris l'a mentionné, comme Christina l'a répété. Nous estimons que cette formation doit absolument parler d'oppression, d'antidiscrimination et doit inclure une analyse intersectionnelle. Et c'est pas juste une diapositive qu'on revoit en ligne et puis là on passe d'une diapo à l'autre. Non, il faut ça peut fonctionner pour les services que vous offrez, mais là il y a beaucoup plus à ceci et les gens apprennent plus quand il y a des interactions et l'apprentissage des gens évolue. C'est ça qu'on veut soutenir. Il y a aussi l'article sur le harcèlement sexuel. On propose de le rebaptiser harcèlement et abus de pouvoir. C'est en particulier en réponse aux changements apportés au Code du travail relativement à la violence et au harcèlement au milieu de travail. Nous voudrions que ces dispositions soient renforcées et qu'on y fasse allusion dans la convention collective. Nous voulons aussi inclure de nouveau les critères de sélection des enquêteurs. Et nous voulons que les membres sachent qu'ils ont accès à la procédure de grief, à une plainte au titre des droits de la personne et à un avis d'événement en vertu de la loi qui ne vous donne pas un recours individuel, mais c'est une sonnette d'alarme pour l'employeur à qui on demande quelles mesures il peut prendre pour éviter que ce qui s'est passé ne se reproduise plus à l'avenir. Donc, on veut faire le lien entre lui et les comités de santé et sécurité et la formation obligatoire par rapport à la violence et au harcèlement au milieu de travail et au procédé à la disposition des employés. Ensuite, nous voulions proposer un texte qui vient vraiment du travail effectué par Sharon et son groupe il y a quelques années, le groupe de travail mixte qui a émis des recommandations et qui a débouché sur une formation très nouvelle à l'École du Canada. C'est bien que ce soit sur les tablettes, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas nécessairement offert ou promu et ce n'est certainement pas obligatoire. Donc, on voudrait cette formation sur la diversité, l'inclusion, l'équité en emploi, les préjugés inconscients et l'article 57 de la Commission de la vérité et de la réconciliation dont Chris a parlé. Nous voulons aussi la mise en place de congés pour les pratiques de cultes autochtones, pour nos membres autochtones. Nous avons quelques 320 conventions collectives dans tout le pays, pas uniquement à la fonction publique fédérale. Et nous avons pu obtenir ce genre de congé dans plusieurs de ces conventions depuis au moins 10 ans, dans différentes unités du pays. Le Code du travail a changé récemment et inclut ces congés 10 jours non payés par année. Et nous voulons que ces congés, que ces 10 jours de congés soient payés, soient rémunérés dans cette convention. Donc, les travailleurs de la fonction publique fédérale n'ont pas accès à ces congés en ce moment, même s'ils sont dans le Code du travail, ils ne s'appliquent pas aux travailleurs du Conseil du Trésor. Donc, on voudrait les ajouter. Voilà les principaux éléments qui portent sur l'équité. Vous voyez qu'il y a un grand volet d'éducation, de formation pour veiller à ce que la convention collective soit claire et devienne un outil de formation non seulement pour les membres, mais surtout pour les gestionnaires et les employeurs. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler des réponses reçues des employeurs. Je voudrais vous donner quelques citations des employeurs pour conclure.
les réponses du Conseil du Trésor ne sont pas très encourageantes. Ils ne sont pas prêts à inclure tout cela dans la convention collective, surtout la formation. Ils disent qu'ils soutiennent les membres autochtones et ils se demandent, les membres autochtones ont toutes sortes d'autres congés qu'ils peuvent utiliser pour leurs pratiques culturelles. Est-ce qu'ils ont du mal à y accéder pour ces raisons? Oui. Oui. Absolument. Ils ne devraient pas devoir utiliser leurs autres congés pour leurs pratiques culturelles. Alors, l'employeur dit qu'il est engagé envers l'équité, mais n'exige pas que des dispositions se trouvent dans la convention collective. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Brenda. Merci, Jamie. Alors, merci à vous deux pour vos présentations. Nous allons poursuivre par quelques questions. J'ai reçu une question pour chaque panéliste, mais avant, je voudrais mentionner quelque chose. Pour vous tous qui sont là ce soir, nous allons faire une autre réunion virtuelle demain soir à 7h30. Et c'est pour les jeunes travailleurs. Et donc, les jeunes travailleurs à l'Alliance ont 35 ans et moins. Et nous invitons donc tous les jeunes travailleurs à se joindre à nous demain à 7h30 pour un événement de discussion et de réflexion par rapport aux mêmes enjeux, équité dans le milieu de travail. Donc, je vais le mentionner avant la fin, mais je voulais faire cette petite annonce avant de passer aux questions. Alors, la première question est pour vous, Sharon. Comment pouvons-nous nous mobiliser pour soutenir ces revendications sur l'équité et d'autres revendications à la table de négociation? Et quelle forme cette mobilisation prendra-t-elle dans ce contexte de pandémie? Merci, Chris. Ce sont de très importantes questions. Je vais simplement dire que oui, la pandémie a été difficile. Nous avons des outils traditionnels de mobilisation dans le milieu de travail. Et pour certains d'entre eux, ils s'y trouvent toujours. Pour certains membres, ils sont toujours dans le milieu de travail, mais bien d'autres travaillent à domicile. Donc, les outils de mobilisation pourraient être différents selon votre lieu de travail. Et les choses peuvent avoir changé. Tout d'abord, je voudrais dire que vous devez contacter votre bureau régional. C'est important de vous impliquer. Il y a différents panels qui s'en viennent, comme Chris l'a mentionné. Il y a un panel demain pour les jeunes travailleurs. On cherche des nouvelles idées, mais on aura aussi un panel le 24 février à 7 heures le soir au sujet de l'équilibre travail-famille ou travail-vie professionnelle. Mais ce qui compte surtout, c'est de commencer à se parler. Ce n'est pas parce qu'on envoie un courriel ou qu'on affiche de l'information sur le site Web que cela suffit. Ça ne veut pas dire que tout le monde lit l'information. Les gens sont occupés. La vie a changé. La vie a changé. Vous devez peut-être vous occuper de jeunes enfants ou d'aînés, de personnes âgées. C'est donc important pour vous que vous ayez ces conversations avec vos collègues. Et au bout du compte, il faut que tout le monde décide d'agir. Et même si nous sommes en mode virtuel, vous pouvez quand même faire des appels, envoyer des textos, contacter votre député et faire du lobbying. Vous pouvez donc vous mobiliser à distance. Et puis, je sais que les sections locales ont toujours des événements locaux, des assemblées générales. Quand c'est le cas, invitez votre membre de l'équipe de négociation à votre réunion. Surtout, je dirais que chaque région organise différentes activités. Il y aura un sommet sur la mobilisation qui s'en vient et je vous encourage tous à y venir. Vous allez recevoir une invitation. J'espère que vous ferez partie de ce plan de mobilisation. J'espère que vous viendrez faire entendre votre voix. Toutes les 2 semaines, il y aura des actions aussi autour du 15 du mois pour mettre de la pression sur le gouvernement par rapport à la négo. Et surtout, je pense qu'il faut, il faut s'assurer de pouvoir vous joindre et que vous puissiez nous joindre. Assurez-vous que vos coordonnées soient donc à jour. Même si nous menons des activités autrement ces jours-ci,
à un moment donné, le lieu de travail, quelle que soit sa nouvelle forme, va reprendre. Si vous travaillez à Service Canada, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont continuer de travailler à distance. Ça, c'est sûr. Et ce sera leur avenir. Et donc, comment voulez-vous vous mobiliser dans la lutte si vous travaillez à distance? Il faudra voir quels sont vos paramètres professionnels. Nous voulons être sûrs que vous soyez à l'aise de mener ces actions aussi. Et nous voulons savoir comment vous soutenir pour que vous les fassiez. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vous fournir des notes d'allocution? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vous donner de la formation pour que vous vous sentiez plus à l'aise de mettre de la pression sur votre député? Il y a toutes sortes d'activités qui sont possibles et aujourd'hui, c'est le premier jour de l'une de nos activités. Je voudrais dire que la mobilisation prend différentes formes pour différentes personnes, mais je vous invite tous à vous mobiliser parce que si ces consoeurs, ces femmes ont pu faire la grève dans les années 80 et 75% d'entre elles étaient des femmes avec des enfants, si elles n'avaient pas débrayé, je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral en 1998, je n'aurais pas bénéficié des résultats de leur action. Chaque action est utile. Elle aide, qu'elle soit petite ou grande. Mais à un moment donné, il faut que notre gouvernement, que ce gouvernement nous écoute. Merci. Thank you for that. Merci, Sharon. Christina. Et au fait, pour tous ceux qui sont en ligne, là, ces questions, on ne les a pas inventées. Ces questions, c'est vous qui les avez posées quand vous vous êtes inscrit, quand vous êtes connecté. On vous a demandé de poser des questions. Donc, c'est de là qu'elles viennent. Christina, la prochaine question s'adresse à vous. Pourquoi avez-vous décidé de faire partie de l'équipe de négociation OSV? Et comment vous êtes-vous impliqué? Merci beaucoup de la question. Oui, en fait, j'y réfléchissais justement. La raison pour laquelle je me suis impliquée définitivement, c'était pour que l'employeur nous réponde par rapport à l'éducation. L'équipe de négociation OSV n'a pas assez de femmes et de membres des groupes raciaux visibles. Et dans tout ce groupe de travailleurs, incluant tous les groupes, ils sont sous-représentés. Donc, j'ai commencé à me dire, je veux des changements et personne d'autre ne le fera à ma place. Et c'est ça qui m'a alimentée. Le fait de savoir que personne ne pouvait le faire à ma place. Nous sommes le syndicat, je suis le syndicat, vous êtes le syndicat. Ça a été vraiment ça, l'impulsion. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai suivi autant de cours que possible. Je me suis rendue aussi disponible à la formation que possible. Les cours de l'Alliance, de l'UEDN, je me suis rendue disponible à tout. J'ai écouté, j'ai appris, j'ai absorbé, j'ai partagé, j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui m'ont soutenue. Fort heureusement, grâce à elles, je suis là. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et donc, je demande à toutes les femmes, tous les membres des groupes d'accès à l'équité, les membres des groupes raciaux visibles, de prendre les cours, de faire la formation, de renoncer à certaines soirées, de renoncer à certains week-ends, parce qu'ils sont formidables. Mais si vous pouvez le faire pendant la journée, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, joignez-vous, activez-vous. Merci beaucoup, Christina. Et comme Sharon a dit, vous pouvez certainement inviter les membres des équipes de section locale à vos réunions et si vous voulez, voilà, si vous voulez une formidable oratrice qui va motiver les troupes, invitez Christina. Merci de cette bonne réponse, Christina. Jimmy, la prochaine question est pour vous. Comment est-ce qu'on évalue si les initiatives d'équité fonctionnent dans nos milieux de travail, au plan quantitatif, au plan qualitatif également? Jimmy. Il y aurait une réponse longue, mais avec le temps qu'on a, je vais te donner une réponse courte, si vous voulez bien. Je vais juste lancer quelques idées en espérant que ça aide la personne qui a posé la question dans sa réflexion. Je dirais qu'il faut s'assurer
de la compréhension des objectifs premiers des programmes d'équité en matière d'emploi. Ça veut dire aider surtout ceux qui, bien souvent, ont peur de perdre des privilèges. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui ont peur d'un programme qui promeut la diversité et l'inclusion. C'est quoi les objectifs du programme d'équité en matière d'emploi? C'est assurer l'égalité des chances dans tous les aspects de l'emploi en éliminant la discrimination, intentionnelle ou non. Éliminer les obstacles à la représentation égale des groupes désignés dans l'effectif. Promouvoir l'idée que l'équité ne signifie pas nécessairement que tout le monde devrait être traité de la même façon, mais plutôt que les différences devraient être reconnues, valorisées et prises en compte. Je vous dirais aussi, il faut s'assurer de la présence d'un comité mixte employeurs-syndicats qui travaille en collaboration, en se penchant sur des processus proactifs qui soutiennent un effectif représentatif. Il faut s'assurer que ce comité se munisse ou mette en place un plan d'action évolutif qui met l'accent sur l'éducation, sur la révision des processus d'embauche et qui permet d'évaluer les objectifs fixés dans ce plan. Je pourrais continuer à donner d'autres éléments, mais je pense que ces éléments sont importants pour vraiment s'assurer que les initiatives d'équité fonctionnent dans votre milieu de travail. Puis, juste rajouter que, en fait, mon confrère agent de recherche, Saïd Apali, et moi-même, nous avons justement reçu le mandat de nous pencher là-dessus, entre autres. Et nous travaillons en collaboration avec l'agente des droits de la personne, Sima Lamba, pour proposer des pistes de solutions. Je vous dirais aussi de rester à l'affût, car l'Alliance devrait déposer un réquisitoire ou un mémoire sur les changements à apporter sur la loi sur l'équité en matière d'emploi. Fait que tous ces éléments-là vont pouvoir vous aider à évaluer quantitativement, qualitativement, les initiatives d'équité dans votre milieu de travail. Merci. Merci, Jimmy. Brenda, la prochaine question est pour vous. Quels gains avons-nous réalisés récemment pour les employés autochtones? Et comment continuons-nous d'appuyer la lutte pour l'équité pour les membres autochtones cette ronde-ci et évidemment au-delà? Brenda. Merci, Chris. Il y a un petit peu de feedback quand vous avez parlé. Donc, si vous recevez du feedback quand moi je parlerai, indiquez-le dans la boîte de dialogue. Ce qu'on a pu réaliser, c'est plusieurs choses depuis quelques années. Et moi, je pense que les améliorations pour les Autochtones bénéficieront à tous les travailleurs. Quand on améliore leur lot, on améliore la qualité du milieu de travail et l'expérience de tout le monde dans ce milieu de travail. Voilà pourquoi j'aimerais bien que l'employeur accepte l'appel à l'action de la recommandation 57 dans la fonction publique. En dehors de la fonction publique, nous avons fait certaines percées. Et en particulier, par rapport aux pratiques culturelles autochtones, la nomenclature varie selon les conventions. Les congés varient de quelques jours à jusqu'à 6 jours. Certains de ces congés sont payés. À Wakandon Lodge, dans le nord de l'Ontario, nous avons aussi obtenu une formation annuelle sur les pratiques autochtones pour tous les employés, même si beaucoup de travailleurs dans ce lieu de travail sont autochtones, certains ne le sont pas. Et on ne demande pas des membres individuels d'éduquer leurs collègues, on veut que l'employeur assume cette responsabilité. Nous avons réussi. Nous avons eu un certain succès. Plusieurs de nos conventions collectives dans le Nord, dans les différents territoires, les hameaux, les autorités de logement ont pu accepter de faire traduire les documents en Inuktitut ou un des dialectes prédominants pour la communauté. Plusieurs de ces membres ont une connaissance de travail de l'anglais, mais pour pouvoir consulter leur convention collective, c'est important qu'elle soit rédigée dans leur langue, surtout pour les communautés du Grand Nord très éloignées.
Nous avons aussi réalisé, depuis l'introduction de la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous avons obtenu cela, même dans les nouvelles conventions que je négocie en dehors de la fonction publique, même si on n'a pas encore d'entente de principe, l'employeur, parce que c'est une toute nouvelle convention collective, quand on l'a rencontrée juste avant le 30 septembre, voulait obtenir notre accord sur les journées désignées payées, journées fériées désignées payées, le respecter. C'était un organisme sans but lucratif à Toronto qui s'appelle Stop the Stop. Enfin, ils sont pas super progressistes par rapport à d'autres enjeux, mais celui-là, ils l'ont accepté et ils l'ont mis en place pour les travailleurs ce dernier 30 septembre, même si on n'a pas encore la convention collective ou l'entente de principe. Donc, on en fait de plus en plus pour ce qui est de soutenir cela. C'était la deuxième partie de la question. Je pense qu'il faut simplement continuer d'insister, simplement reconnaître qu'on a tous un rôle à jouer, que nous soyons autochtones, mais surtout si nous ne sommes pas autochtones. Nous avons un rôle à jouer pour soutenir nos confrères et consoeurs autochtones dans cette lutte. Il nous faut cette compréhension de leur culture. Il faut comprendre que la façon dont on offre les services à la fonction publique passe par la compréhension de leur histoire. Ça ne pourra qu'améliorer tous les milieux de travail. Si on a cette information, si on a ce savoir, j'essaie de penser à d'autres choses. Non, excusez-moi, tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire par rapport aux autres choses que je voulais soulever. Jimmy, s'il y a quelque chose que j'ai raté, n'hésitez pas à intervenir. Mais je pense que ce sont les points saillants, en tout cas les plus récents. Mais comme je l'ai dit, ces améliorations aident les membres autochtones, mais je pense qu'ils nous aident tous et toutes. Toutes les revendications en matière d'équité rendront le milieu de travail plus équitable, nous l'espérons, plus responsable, plus transparent, plus objectif plutôt que subjectif. Et tout cela améliorera la vie de tous les membres et la qualité de vie au travail de tous les membres et leur amour de leur travail s'en trouvera amélioré. Merci beaucoup, Brenda. Comme je l'ai dit plus tôt, ce soir, nous avons préparé une activité pour vous encourager à nous aider à mettre tout ce savoir, à transférer tout ce savoir en action. Nous avons des dizaines de personnes en ligne et donc cela nous donne l'occasion de faire un impact collectivement. Je vais vous présenter Jill O'Reilly, qui est l'agent national de mobilisation de la FPC, et je vais lui demander de présenter l'action politique qui vous est demandée ce soir.